Avant que nous n'abordions le point principal de notre ordre du jour, nous avons, comme c'était indiqué sur l'ordre du jour, des désignations à effectuer ce matin, désignation de représentants de notre commission à des organismes dont le mandat est arrivé à expiration à l'occasion du dernier renouvellement sénatorial. Je vous rappelle que le nombre de désignations revenant directement de la Commission a singulièrement diminué depuis l'adoption de la loi du 3 août 2018. Il nous appartient néanmoins aujourd'hui de désigner un représentant du Sénat au sein de 9 organismes. En vertu de la loi du 3 août 2018 précitée, ces désignations doivent respecter le principe de parité selon les modalités définies par un accord conclu entre le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Compte tenu de ces deux principes et après consultation des groupes politiques concernés par les postes ainsi devenus vacants, je vous propose de désigner Alexandra Borchio-Fontimp au conseil d'administration de France Télévisions, moi-même à celui de Radio France, Catherine Belriti au conseil d'administration de France Média Monde, Max Brisson au conseil supérieur de l'agence France Presse, Sylvie Robert, membre du Centre national du cinéma et de l'image animée, Else Joseph à la commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle sera accompagnée de Martin Levrier, David Ross au conseil supérieur des programmes et enfin Jean Ingret au conseil d'orientation stratégique de l'Institut français. S'il n'y a pas d'opposition, je n'en vois pas, il en est ainsi décidé. Et nous allons aborder le point principal de notre ordre du jour ce matin, à savoir l'avenir des écoles supérieures d'art. Il y a 2 semaines, notre rapporteur et collègue Karine Daniel, qui ne devrait pas tarder, je pense, nous alertait à l'occasion de la présentation de son rapport pour avis sur les crédits de la transmission des savoirs et de la démocratisation de la culture, sur les difficultés financières croissantes rencontrées par les écoles supérieures d'art et singulièrement les écoles d'art territoriales, difficultés qui entravent bien sûr leur fonctionnement. Nous avions eu à plusieurs reprises l'occasion d'en parler, notamment lors des avis budgétaires. Je vous rappelle que l'amendement présenté par la Commission de la Culture sur proposition de notre rapporteur visant à revaloriser de 16 millions d'euros le niveau des subventions versées par l'État à ces écoles sera débattu demain en séance publique lors de l'examen des crédits de la mission Culture. Afin d'approfondir notre connaissance de la situation des écoles d'art, nous accueillons ce matin d'abord en téléconférence Pierre Oudard, ancien directeur. Vous nous entendez, monsieur Oudard? Merci. Ancien directeur général de l'Institut national supérieur d'enseignement artistique Marseille-Méditerranée, mais surtout auteur d'un rapport qui a été remis à la ministre de la Culture en octobre dernier, justement sur la problématique des écoles d'art territoriales. Et puis d'autre part, parmi nous, les 2 coprésidents de l'Association nationale des écoles d'art et de design public, Ulrika Bittner, directrice de l'école supérieure d'art et de design du Havre-Rouen, et Cédric Loire, professeur à l'école supérieure d'art de Clermont Métropole. Mesdames et messieurs, nous vous remercions bien entendu d'avoir répondu à notre invitation pour mieux comprendre les difficultés et puis surtout identifier des solutions pour accompagner davantage les écoles d'art. Notre commission est bien entendu très attachée au réseau de vos écoles et à la qualité de l'enseignement qui est dispensé. Nous suivons de près depuis plusieurs années l'évolution de leur situation et les problématiques qui s'y rattachent. Aussi souhaitons-nous que cette audition soit l'occasion de faire un point, au-delà des problèmes financiers, sur les questions de gouvernance, notamment à travers le statut de PCC et de vos établissements, et aussi la question complexe du statut des enseignants, ainsi que leur articulation avec l'écosystème professionnel et avec celui de l'enseignement supérieur. Je propose, si vous en êtes d'accord, de commencer de donner la parole à Pierre Oudard, non sans avoir rappelé préalablement à chacun d'entre vous que cette audition est captée et diffusée en direct
sur le site du Sénat. Monsieur Oudard, je vous propose de prendre la parole pour débuter, fort du rapport que vous avez produit et des propositions que vous avez faites. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers collègues de l'ANDEA. D'abord, merci d'avoir accepté que je sois ce matin en téléconférence. Je suis en convalescence et même c'est le premier acte professionnel que je fais depuis quelques semaines maintenant. Alors, j'ai eu un peu de difficultés, d'hésitation sur la manière dont j'allais articuler mon propos ce matin, sachant qu'on est on est certainement dans un des endroits de la République qui connaît le mieux la situation des écoles territoriales d'art depuis longtemps. Alors, ce rapport qui m'a été confié, la lettre de mission de la ministre parlait d'une mission flash. Elle m'a demandé d'écouter beaucoup, ce que j'ai fait. J'ai pensé à un moment, d'ailleurs, publier les comptes rendus des entretiens qui sont très riches, et puis j'ai opté pour un autre choix. Et Madame la ministre m'a demandé, et c'est important de le souligner, de travailler à droit constant. Pour autant, aujourd'hui, nous sommes au Sénat, et alors le Sénat, c'est le législateur, et pas tout seul, mais quand même. Et donc, je vais quand même autoriser à dire qu'il faudrait bouger un certain nombre de choses. Sur le plan législatif d'abord et réglementaire ensuite. Mais très brièvement, puisqu'on m'a donné très peu de temps, alors suffisamment de temps pour être clair, je pense, et pouvoir répondre à vos questions. Alors, je propose ce matin d'évoquer 3 points qui sont dans le rapport, qui sont d'abord comment on en est arrivé là, non par le goût de l'histoire, mais je pense qu'on comprend mieux la situation si on rappelle que cette carte des écoles d'art en France est particulière et date du XVIIIe siècle. Ensuite, donner quelques précisions sur l'appareil juridique tel qu'il est aujourd'hui et qui m'a semblé un peu de bric et de broc. Et ensuite, et là, c'est la conséquence directe des entretiens que j'ai eus avec les collègues, avec les syndicats, avec beaucoup de personnalités. Je m'étais exprimé à Avignon au mois de juillet sur un état provisoire de mes réflexions. C'est indiqué d'où me semblent venir les sources du malaise qui a saisi ces écoles au-delà des questions de financement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président. Alors, vous le savez, en fait, la carte de ces écoles, elle est quasiment stable depuis le 18e. Ce qu'on sait moins, c'est que les relations avec l'État, avec certaines de ces écoles, qui se sont conclues, ces relations, au 19e. Donc, on est vraiment sur de l'histoire longue française et la situation actuelle vient d'une part d'une réforme des années 70, de 1973, qui reste, malgré le passage au LMD, le socle, on dit souvent l'enseignement de l'art par l'art, c'est le socle. On est donc sur un système extrêmement ancien qui n'est pas exempt de dogmes, de doctrines, de conservatisme, d'identité. Et
et qui a été un peu rafistolé quand on a créé, il y a une dizaine d'années, un peu à la va-vite, je dois dire, des régies municipales, des EPCC à partir de régies municipales qui existaient depuis fort longtemps. Ce qui s'est passé en 2016 avec la loi Liberté, Création, Architecture, Patrimoine, on a voulu consolider l'édifice juridique, notamment en ajoutant une procédure d'accréditation pour mieux se raccorder avec les évaluations du Haut Conseil de l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais, à mon avis, c'est encore insatisfaisant. Et comment on en est arrivé là? Eh bien aussi, je l'ai constaté quand j'étais au ministère, maintenant j'y suis revenu. Historiquement, c'était un service d'inspection spécifique qui suivait ces écoles et il a été entièrement supprimé, ou presque, enfin entièrement, au moment de la création des EPCC. C'était le moment, vous vous rappelez, de la RGPP. Et donc, les référents au ministère de l'enseignement supérieur artistique ne sont plus là. Et il n'y avait plus qu'un seul inspecteur pour toutes les écoles supérieures d'art. Et c'est très insuffisant, alors même que l'appareil administratif, parfois un peu vétilleux, comme a dit la Cour des comptes, n'a pas cessé de s'alourdir. C'est d'ailleurs un des problèmes de ces écoles qui sont mal outillées administrativement pour répondre à l'ensemble des injonctions qu'on leur fait. Alors, dans le même temps, donc on a un système stable, auto-stable, et dans le même temps, donc on va prendre la dernière période, les 10 dernières années, vous le savez mieux que quiconque, la situation, le mécano territorial de notre pays n'a cessé d'évoluer. Et avec des lois importantes sur les périodes récentes, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, qui ont donné des compétences aux collectivités et qui auraient pu faire évoluer les écoles d'art territoriales. Mais tout est resté en l'état. Alors bien sûr, quand on est un système qui ne bouge pas dans un environnement qui bouge, là commencent les frottements, les problèmes et pour les éléments les moins solides, le risque d'être emporté par le flot, si vous m'autorisez cette métaphore. J'ai parlé d'un appareil juridique qui est de bric et de broc, il est lacunaire, il est imprécis. Alors, vous le savez, ça a été dit dans plusieurs rapports parlementaires et d'autres, des rapports de la Cour des comptes. Comme me l'ont fait remarquer de nombreux interlocuteurs, ce ne sont pas les rapports qui manquent, et ils sont d'ailleurs tous de grande qualité. Le PCC n'a pas été créé pour les établissements d'enseignement supérieur, et cela fait que ces établissements oscillent entre la compétence culture des collectivités, qui relève de la clause de compétence générale, mais c'est du volontarisme de la part des collectivités qui, là aussi, vous le savez mieux que moi, peine à maintenir les financements parfois de la culture, à faire les arbitrages, etc., etc. Et parfois, les écoles d'art font les frais de ces arbitrages difficiles dans les temps économiques qui sont les nôtres. Et donc, on est entre la compétence culture, la compétence enseignement supérieur et recherche, qui elle-même est mal définie. Elle est mal définie par la loi MAPTAM, enfin insuffisamment définie, et en tout cas n'arrive pas jusqu'à l'enseignement supérieur artistique.
Ce qui fait que la collectivité qui a été désignée comme chef de file pour l'enseignement supérieur et la recherche, c'est-à-dire la région, très souvent est absente. Et les grandes métropoles, les métropoles de droit qui devraient être présentes, souvent, alors parfois le sont, mais souvent ne le sont pas. Notamment les trois grandes, Lille, Lyon, Aix-Marseille, ne soutiennent pas les EPCC de leur territoire. Alors, la situation régionale est d'ailleurs très différente puisque la région Hauts-de-France est bien présente quand la région PACA n'y est pas. Alors, la conséquence est que le socle institutionnel de ces EPCC est mal assuré et que leur financement en souffre. On voit que les écoles qui fonctionnent le mieux sont les écoles qui ont été transférées aux intercommunalités sur la compétence enseignement supérieur et en sortant de la compétence culture qui fait que ces établissements arrivent fantasmatiquement en concurrence avec de petites associations, avec le théâtre, avec des centres d'art. Ce n'est pas vraiment comment dire, adapté au financement d'établissements d'enseignement supérieur. Donc, c'est pour cela, je le disais, sans plus attendre, je pense qu'il y a un travail à faire. La ministre n'a pas souhaité, dans ce premier rapport, que j'approfondisse ces questions, mais j'ai identifié qu'il faudrait toucher au Code général des collectivités territoriales sur les articles qui s'appliquent à l'établissement public de coopération culturelle et environnementale. D'ailleurs, vous le savez, l'établissement public de coopération environnementale qui a été créé sur la base de l'EPCC, on voit bien que les ajustements législatifs et réglementaires très légers, puisqu'on est sur quelques articles, ont permis d'adapter cet outil aux problématiques du ministère chargé de l'environnement. Il faut modifier le code de l'éducation pour, entre guillemets, corriger les mesures de la loi LCAP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait fastidieux, mais c'est flou quand on cherche les établissements, les EPCC dans la catégorie établissements d'enseignement supérieur, on ne les trouve pas, etc. On peut mieux faire, surtout 10 ans après. Enfin, après 5 ans après, 8 ans après. Il faudrait aussi bouger le CG3P, le Code général de la propriété des personnes publiques, pour clarifier la mise à disposition des locaux. Souvent, on est sur des conventions d'occupation temporaire. La collectivité donne une contribution et en reprend une grande part pour le loyer. La question de mise à disposition des apports en industrie et en nature n'est pas réglée. La possibilité de bénéficier du fonds de compensation de la TVA n'est pas réglée. Il y a tout un boulot à faire. Excusez-moi pour qu'un boulot, mais qui n'est pas très compliqué à faire, il faut le faire. Bon, après, il y a le morceau du code de la fonction publique pour faire évoluer les cadres d'emploi. Mais là, je pense que mes collègues de l'ANDEA rappelleront les revendications des enseignantes et des enseignants. Je dois dire que, de mon point de vue, pour avoir dirigé un EPCC assez gros, ça reste petit par rapport à Aix-Marseille Université, cette filière culturelle de la fonction publique territoriale, moi, me semble complètement délaissée, avec des cadres d'emploi qui sont en voie d'obsolescence, des carrières plates, et peu à peu, ça devient de moins en moins attractif. Et là, je dois dire qu'on fait face à un blocage qui est certes financier. Les employeurs qui sont les collectivités
n'ont pas du tout envie que leur contribution à la masse salariale des établissements augmente. Mais pour les agents, ça devient quand même très compliqué, mais je laisserai mes collègues de l'ANDEA développer ce point, je suis sûr qu'ils vont le faire. Pour terminer, j'en ai terminé bientôt, on est donc face à une situation de malaise qui me semble liée à cette position ambiguë et je dirais multi-ambiguë. Les CEPCC sont mal positionnés dans l'univers, dans la mécanique territoriale. Les DGS connaissent mal ces sujets, on les traite comme des associations, c'est mal fichu. Mais ils sont aussi dans une position ambiguë et la note du HCRS après l'évaluation de ces établissements le dit très clairement, ces établissements ne sont pas encore bien intégrés dans l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche. On pourrait penser qu'ils sont bien intégrés dans l'écosystème artistique et culturel, ce n'est pas le cas. Contrairement à l'architecture, par exemple, les architectes soutiennent les écoles d'architecture, vous le savez, les artistes, moins. Je pourrais développer pourquoi, mais ça serait un peu long. Et puis, ce qui produit un climat interne qui est parfois, on le sait, vraiment délétère, avec des directions qui partent en cours de mandat ou qui ne sont pas renouvelées ou qui, malheureusement, partent après un épuisement professionnel. Mais l'épuisement professionnel, il n'est pas seulement lié, il n'est pas seulement pour les directrices et les directeurs. Il y a parfois, souvent, trop souvent, d'ailleurs, il n'y aurait qu'une seule école que ce serait trop, mais malheureusement, ce n'est pas une seule. Un sentiment de souffrance au travail généralisé sur lequel j'alerte. Il y a une alerte vraiment sur la souffrance au travail dans de trop nombreux établissements. Alors, il y a urgence. Les étudiants, d'ailleurs, nous le disent. Ils nous disent, mais nous, on s'en moque. On s'est inscrit dans des établissements publics où on veut avoir le même traitement que nos collègues des universités. Alors, je fais quelques propositions, nécessairement incomplètes. Je pense qu'il faut, à droit constant, à minima, rouvrir tous les statuts des EPCC pour compléter le tour de table, régler la question des locaux. Enfin, j'ai déjà évoqué tout ça. J'espère que, s'agissant de la DGF, l'idéal, bien sûr, serait que, et quand j'ai rendu le rapport, on ne parlait pas encore de réforme de la DGF, puisque maintenant c'est le cas, on pourrait imaginer que cette question des écoles supérieures d'art soit prise en compte d'une façon ou d'une autre dans la DGF. Pourquoi ? Eh bien, au moment où le PCC a été créé, la masse salariale, qui représente 80% du budget de ces établissements, est sortie de la masse salariale des collectivités. Et en sortant des radars du fonctionnement des collectivités, elle est tombée dans le vide. Donc ça, c'est un des problèmes principaux. Et puis ensuite, il y a d'autres petites ou importantes propositions, mais je ne voudrais pas être plus long. Merci, M. Oudard. Quand j'ai commencé à travailler sur les finances locales, il y a un peu plus de 30 ans, on parlait déjà d'une réforme de la DGF, donc je ne suis pas sûr que ce soit... En revanche, vous avez identifié plusieurs pistes d'évolution législative, même si la ministre vous a dit que votre réflexion devait être à droit constant.
modification du cadre législatif ne relève pas uniquement du gouvernement dans notre République. Donc nous avons bien entendu un certain nombre de vos remarques. Je vais sans plus tarder donner la parole aux deux représentants de l'ANDEA. Je ne sais pas comment vous répartissez. Il faut appuyer sur le bouton. Non, le bouton vert. Juste en... Voilà, juste là. Quelques minutes, enfin une dizaine de minutes pour tous les deux. Et puis après, bien sûr, il y a des questions, d'abord de notre rapporteur et ensuite d'un certain nombre de sénateurs. J'y vais ? Ok. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, cher Pierre Oudard, merci de nous donner la parole. Donc, quelques éléments juste pour rappeler ce que c'est l'ANDEA. Donc, l'ANDEA, c'est le réseau national des 45 écoles d'art et de design publiques nationales et territoriales. C'est un réseau qui réunit plus que 11 000 étudiants. C'est un maillage territorial dense qui offre des formations en art et en design en lien avec les histoires des territoires. C'est la possibilité pour un étudiant partout en France de trouver l'accès aux études de l'enseignement supérieur art et design à proximité de sa ville d'origine. C'est un réseau d'écoles accessibles, 35 à 40% d'étudiants boursiers. C'est une offre de formation présente sur la plateforme Parcoursup avec un nombre croissant de candidats depuis 20 ans. Et en revanche, le nombre de places d'enseignement supérieur public qui, elle, n'a pas évolué. C'est une grande attractivité au niveau international, un réseau de savoir-faire d'excellence attractif. ANDEA, c'est un réseau au cœur de la filière des arts visuels, en lien avec les associations nationales des écoles d'art territoriales des pratiques amateurs, l'Association des classes préparatoires publiques, CIPAC. C'est un développement proactif à l'international, notamment en lien avec l'Europe, des actions de professionnalisation, un réseau d'enseignement en lien avec des professionnels, notamment l'enseignement transmis par les pairs, un programme aussi de solidarité qui permet d'accueillir notamment des artistes en exil. C'est un réseau aussi qui est capable de se transformer, donc Pierre l'a rappelé, la réforme de 73, les accords de Bologne, les réformes, le PCC et les évaluations HERS. C'est un réseau d'écoles qui intègre et prend en compte les enjeux contemporains, notamment les enjeux de transition et d'écologie. C'est des écoles aussi qui offrent un accès aux pratiques artistiques pour tous les publics, notamment au travers des cours de pratiques amateurs. Et c'est des diplômes nationaux évalués par l'HERS. Bonjour. Alors effectivement, comme Pierre Oudard a pu le rappeler, comme sans doute déjà un certain nombre d'entre vous le savent, donc l'ANDEA effectivement représente à la fois les écoles nationales et les écoles territoriales. C'est important en fait de rappeler ça parce que ce sont des écoles qui offrent le même type de formation et les mêmes diplômes. Et pour autant, alors il y a un certain nombre de points sur lesquels il y a des différences de traitement et de situation entre les EPCC des écoles territoriales et les écoles nationales. Avant de vraiment détailler un peu ces points-là, peut-être quand même dire que d'une manière générale, il y a également des problèmes communs aux écoles nationales et aux écoles territoriales. Pierre a évoqué la question des statuts des PEA, donc les professeurs d'enseignement artistique en territorial. Effectivement, aujourd'hui, ces statuts ne sont absolument pas adaptés à la réalité des missions qui sont les leurs, puisque, entre autres choses, par exemple, les activités de recherche ne sont non seulement pas intégrées dans leur statut, mais en réalité, ce statut ne permet pas aux enseignants de faire de la recherche, ce que pourtant ils font depuis des années. Et en fait, ce problème de statut, il est aussi commun aux professeurs des écoles nationales, puisque même si leur statut a été réévalué, pour autant, ils n'intègrent pas l'intégralité des missions de recherche et des missions qui sont les leurs aujourd'hui. Donc, une chose qui serait effectivement importante à envisager, c'est une refonte, une
réforme, une refonte de ces deux statuts, peut-être pour n'en faire plus qu'un, dans la mesure où nous enseignons dans des établissements qui, comme je le disais, offrent les mêmes formations et les mêmes diplômes. Donc ça, c'est un sujet qui est commun aux écoles nationales et aux écoles territoriales. Un autre sujet qui est aussi commun et qui touche, là je pense aussi à la politique du ministère de la Culture, et je crois que c'est aussi un point qui a été souligné dans le rapport de Pierre Oudard, c'est un déficit de visibilité de nos écoles, notamment face à la concurrence du privé, qui est extrêmement féroce en ce moment, en particulier dans les filières design. Et aujourd'hui, il suffit de se rendre sur un salon, sur un salon des formations pour les candidats et les candidates qui souhaitent s'engager dans des études supérieures d'art, pour voir que toutes les écoles du ministère de la Culture sont réunies sur un tout petit stand, alors que les autres groupes privés occupent la majorité de la surface de ces stands. Donc c'est une image, hein, c'est un élément peut-être anecdotique, mais qui dit aussi ce déficit de visibilité. On l'a dit, hein, concernant maintenant peut-être des problématiques qui sont plus spécifiques aux écoles territoriales. Vous le savez, puisqu'un certain nombre d'amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale et aussi au Sénat l'année dernière et singulièrement cette année, suite à la crise que traversaient les écoles territoriales. On est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile, très tendue, budgétairement parlant, puisque on se retrouve dans une situation où, d'une part, la contribution de l'État, qui effectivement a été maintenue, hein, elle n'a pas baissé, mais de fait, dans un contexte d'inflation à euro constant, ça représente sur 10 ans une baisse de 14% de la contribution de l'État dans les EPCC, ce qui est quand même considérable. Parallèlement, et comme ça a aussi été dit, on a un certain nombre de missions qui sont venues s'ajouter aux missions préexistantes, notamment, je pense, pour toutes les fonctions support, les équipes de direction et les équipes administratives, et aussi pédagogiques qui peuvent être associées à ça, puisqu'on est aujourd'hui pratiquement en permanence dans des phases d'évaluation. Donc un dossier d'évaluation, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Et donc ça s'ajoute aux tâches préexistantes. Et effectivement, j'insiste sur ce qu'a dit Pierre Oudard. Il y a un certain nombre d'équipes qui sont en grande souffrance. Il y a de plus en plus de difficultés aussi aujourd'hui, tout simplement à recruter des personnes souhaitant assurer la direction d'une école supérieure territoriale, compte tenu de la situation. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on demande effectivement, c'est d'une part un réengagement plus fort de l'État dans ces établissements. Donc on a salué le déblocage des 2 millions d'euros d'aide d'urgence par la ministre de la Culture au printemps dernier. C'était un geste important compte tenu de la situation qu'on traversait. Maintenant, il est clair que c'est une mesure d'urgence, donc ce n'est pas une mesure structurelle. Et c'est aujourd'hui de ça, en fait, dont les écoles ont grandement besoin. Donc ça passe par des financements accrus, notamment pour compenser l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, qui aujourd'hui se retrouvent à être intégralement à la charge des collectivités territoriales, qui évidemment voient les coûts augmenter sur de nombreux postes, hein, notamment l'énergie, les matières premières, etc. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ce qu'on attend aussi, et ça c'est vraiment aussi quelque chose qui a été souligné par la délégation des présidents et des présidentes de PCC, qui est fortement mobilisée depuis plus d'1 an, hein, pour la défense de ces EPCC, et qui réclame vraiment une meilleure visibilité sur la stratégie politique du ministère de la Culture quant à l'enseignement supérieur culture. Voilà.
Donc sur cette stratégie politique que nous attendons, donc on aimerait une meilleure cohérence entre les responsabilités respectives de l'État et des collectivités territoriales. Nous pensons en effet, en lien avec le rapport de Pierre Houdard, qu'il faut définir la répartition entre la masse salariale et les coûts de la pédagogie. Aujourd'hui, la masse salariale dans un EPCC représente 80% du budget de fonctionnement. Et donc, on pense aussi que cette seule distinction ne saurait pas suffire pour déterminer la part de participation de l'État dans la marge de l'établissement. Je rappelle aussi ce qu'a dit Pierre, que nous pensons que c'est urgent de définir un cadre législatif pour inscrire les écoles supérieures d'art territoriales, mais aussi nationales, dans les schémas régionaux d'enseignement supérieur. Et donc, en effet, nous adhérons à cette analyse que le fait que les établissements d'enseignement artistique apparaissent sous le giron de la culture ne leur permet pas d'évoluer correctement dans le paysage de l'enseignement supérieur. Nous pensons aussi que le cadre légal des EPCC doit évoluer et que ce qui est vraiment un problème dans la plupart des EPCC des écoles supérieures d'art est le fait que les contributions des membres fondateurs n'est pas inscrites dans les statuts et que les modalités de révalorisation périodique de ces contributions n'est pas non plus déterminé, ce qui est dans la situation actuelle, avec l'ensemble des augmentations des coûts, que ce soit des mesures de révalorisation des points d'indice, mais que ce soit l'augmentation des coûts de l'énergie ou aussi l'inflation. Et comme a dit Cédric, c'est-à-dire qu'à l'heure constant, la participation de l'État sur 10 ans de PCC a diminué à 14%, là où les coûts ont augmenté ces dernières années de façon exponentielle. Donc, la situation financière des établissements est aujourd'hui extrêmement tendue. On pense aussi qu'il y a un point extrêmement urgent à régler, c'est de rétablir l'égalité républicaine entre étudiants, de donner aux étudiants dans les écoles supérieures d'art et design l'accès à une même qualité de vie étudiante, que ce soit au niveau de la santé que de l'accès à une vie étudiante équitable, restauration, accès aux équipements sportifs, etc. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Nous pensons que l'ensemble des étudiants de France s'acquittent de la taxe étudiante de façon égalitaire, mais que les étudiants dans nos écoles ne bénéficient pas d'une vie étudiante à la même hauteur que ceux des universités notamment. Donc on rappelle aussi à nouveau qu'il s'agit de façon urgente aussi d'harmoniser le statut des enseignants avec ceux des écoles nationales, mais pas que, puisqu'on voit aussi que même les écoles nationales, le statut n'est pas en adéquation tout à fait avec les universités, ce qui fragilise aussi la compétitivité de nos écoles au niveau international. Donc on pense aussi qu'il est urgent aussi d'arriver à achever les accords la réforme de Bologne. Aujourd'hui, aussi dans cette compétition entre établissements au niveau national, il était vraiment urgent aussi pour nous de pouvoir plus clairement offrir des parcours doctoraux financés aussi pour les étudiants. On aura l'occasion de revenir à travers les questions de toute façon. Merci. Karine Daniel, notre rapporteur budgétaire sur ces... Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Alors tout d'abord, merci d'être revenus. On avait eu l'occasion de se croiser en audition et de travailler ensuite aux enjeux sur les écoles. Et j'espère sincèrement que l'amendement que nous présenterons demain au nom de la Commission sera adopté par nos collègues. Ce serait un signal fort donné aux écoles d'art territoriales. Et je tiens à vous dire aussi que, et la presse commence à s'en faire écho, la fermeture d'écoles d'art sur certains territoires est quand même un signal désastreux donné dans ce domaine. Et on y sera très attentif. Et moi, je suis très attentif à ce qu'on tienne un équilibre. On met beaucoup de budget sur un nouvel outil de politique publique qui est le Pass Culture.
Et il faut être vigilant à ce que l'envie que l'on donne, et si ça fonctionne, tant mieux, aux jeunes de s'intéresser aux questions, aux sujets artistiques, ne trouve pas de débouché ensuite sur les territoires en termes de formation et en termes d'offres culturelles. Je pense qu'on aura raté le coche de ce point de vue-là. Et donc, il faut veiller à ces équilibres. Alors, Monsieur Houdard, merci d'abord pour le rapport que vous avez produit. Et dans ce rapport, vous écrivez que les écoles territoriales n'ont jamais été vraiment défendues sur le plan budgétaire au sein de l'appareil d'État. Comment expliquez-vous cela et comment est-ce qu'on peut changer la donne? Là, on cite singulièrement les écoles territoriales. Par ailleurs, vous semblez dénoncer une certaine invisibilisation de ces écoles. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à avoir une meilleure communication sur la cartographie des écoles, sur leur impact territorial pour fortifier ce maillage et puis lui donner plus de visibilité? Vous avez parlé de la question des forums de formation, etc. C'est vrai que quand on le voit visuellement, physiquement, c'est assez significatif. Donc on doit aussi considérer ce sujet. Ensuite, j'en viens au rôle des collectivités territoriales dans ce paysage, avec un soutien qui peut être hétérogène, ça a été dit. Moi, je m'interroge sur la pertinence du statut de PCC pour ces écoles d'art. Est-ce qu'avec le recul que l'on a maintenant, est-ce que c'est un problème de statut juridique ou est-ce que finalement le statut juridique n'est pas vraiment le sujet et ce sont des sujets plus structurels de positionnement des financeurs potentiels et de la gouvernance, mais parce qu'on peut des fois se cacher derrière la structure, mais ce n'est pas forcément le problème. Donc j'aimerais avoir votre avis les uns et les autres sur ce sujet-là. Et puis, enfin, dans quelle mesure la situation des écoles nationales vous apparaît plus favorable, alors sachant que c'est toujours une question relative, et dans quelle mesure on pourrait créer de meilleures synergies entre les écoles nationales et les écoles territoriales pour donner plus de cohésion et plus de visibilité globale au secteur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais vous laisser répondre à cette première série de questions. Monsieur Houdard, vous avez bien entendu, notamment il y avait deux questions qui vous concernaient plus directement suite à votre rapport. Sur pourquoi je vais essayer de faire simple parce que la réponse pourquoi quand j'ai été délégué aux arts plastiques, c'est déjà le cas, le financement de l'État pour les écoles d'art territoriales n'a pas bougé. Il y a eu une conjonction de facteurs qui sont la LOLF. Auparavant, comment ça se passait? Il y avait, vous vous rappelez, pour celles et ceux qui s'intéressent aux finances publiques depuis longtemps, le titre 4, le titre 6, tout ça était à la délégation aux arts plastiques. Il y avait une école en difficulté. Le délégué aux arts plastiques trouvait un peu de sous pour renflouer. C'est une des raisons qui explique pourquoi le financement entre les écoles est si disparate. Et puis, il y avait une commande politique. Alors, hop, on redonnait de l'argent à Angoulême, par exemple, au moment de la création de la Cité nationale de la bande dessinée. Bon, la LOLF va, avec la création à l'époque du programme 224, va figer tout ça. Et au sein de l'action budgétaire, de l'action 1 du programme 224 à l'époque, maintenant c'est le 361, eh bien, cette somme ne va pas bouger à un moment, vous vous rappelez, sur le budget 2013 du ministère de la Culture, où les crédits sont en baisse. Et comme ce n'est pas défendu, puisque c'est tout d'un coup, entre, à l'époque, le secrétariat général et la nouvelle DGCA, qui a d'autres chats à fouetter,
c'est, à mon avis, cela qui explique. Et puis, une mauvaise connaissance du sujet. C'est dit, je ne sais pas si Mme Morin-Desailly est là, mais c'est dit dans un rapport qui a été rédigé il y a déjà quelque temps, dans le suivi des mesures de décentralisation de la loi Raffarin sur les enseignements artistiques, où Mme Morin-Desailly regrettait, et je suis d'accord avec elle, si elle me le permet, qu'on ait procédé, en plus, j'ai pu en parler aussi avec M. de Mazières, on a à l'époque agi en silo, pour le spectacle vivant d'une part, pour les écoles territoriales d'art d'autre part. Enfin, on n'a pas agi pour les écoles territoriales d'art. Et il y aurait à reprendre complètement cet ensemble sur les enseignements artistiques dans leur totalité. C'est ce que dit aussi la FNCC, par exemple. Dans l'entretien que j'ai eu avec le président Ocard de la FNCC, il le dit, les conservatoires, ça ne va pas si bien non plus. Et le financement du nouveau schéma national, le SNOP, l'orientation pédagogique, pose aussi problème. Il y a là un sujet sur les enseignements artistiques qui sont dans ce pays décentralisés de fait depuis le XVIIIe siècle, certainement, mais en tout cas, disons, pour ne pas remonter au XIXe siècle, depuis le XIXe, les conservatoires. Et l'édifice général sur lequel ces enseignements artistiques reposent, aujourd'hui, à mon avis, vacille. Et il serait temps, je pense, de voir comment on sort de cette logique en silo pour prendre les questions des enseignements artistiques d'un point de vue général, parce que pour la collectivité qui finance, j'étais à Marseille, eh bien, la municipalité avait souhaité fusionner le conservatoire rayonnement régional avec l'école supérieure d'art, et j'ai dirigé pendant mon deuxième mandat, j'ai procédé à la fusion et dirigé les deux. Un conservatoire à rayonnement régional, ça coûte beaucoup plus cher qu'une école d'art. Et si on prend l'ensemble des conservatoires, par exemple, de la métropole voisine, Toulon, Marseille, Toulon, Provence, Méditerranée, si j'agrège Toulon à Marseille, ça ne va pas aller. Eh bien, les financements qui sont donnés par la métropole sur le conservatoire, sur les conservatoires de la métropole, excèdent très largement les crédits, de façon tout à fait logique d'ailleurs, qui sont donnés à l'école d'art. Donc, là encore, il y a une question d'arbitrage au sein des budgets des collectivités, arbitrage auquel l'État pourrait, que l'État pourrait faciliter, pardon, mais tout est un peu resté en l'état. Un aggiornamento général, à mon avis, sur ces sujets s'impose. Je sais pas. Merci. Peut-être juste pour rebondir sur les questions qui ont été posées et vous répondre sur pourquoi le statut, la situation des écoles nationales semble meilleure ou voilà, plus enviable que celle des territoriales. Alors, peut-être pour contextualiser un peu ma réponse et la relativiser, dire quand même que dans les écoles nationales, il y a aussi des problèmes. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais le statut des professeurs d'enseignement des écoles nationales n'est pas achevé. Il y a également, il faut le dire aussi, un recours parfois assez important à des personnes qui sont contractuelles. Donc il y a un risque de précarisation aussi d'une partie des personnels. Des écoles aussi, des écoles nationales peuvent aussi rencontrer des problèmes liés à des bâtiments parfois anciens. Enfin, je pense que vous connaissez
la situation qu'a connue et que connaît encore Bourges, mais on peut aussi penser à l'école de Dijon qui est dans des bâtiments assez anciens. Limoges sont des bâtiments qui sont plus récents mais qui ont aussi d'autres problèmes qu'il faut résoudre. Donc voilà, tout ça, ce sont des problèmes qui peuvent être aussi partagés par des écoles territoriales. Donc je ne veux pas donner l'impression que la situation des écoles nationales est absolument parfaite. Hein, voilà. Là, en revanche, où effectivement, il nous semble qu'il y a qu'elles sont dans une situation qui est un peu plus enviable que la nôtre, c'est d'abord parce qu'elles ont un interlocuteur unique, qui est le ministère de la Culture. Là où les écoles territoriales sont souvent, et c'est peut-être une des raisons de leurs difficultés et parfois de leur invisibilisation à l'endroit des politiques publiques, c'est qu'on est un peu pris entre les responsabilités de différents ministères. Donc c'est parfois très long d'identifier quels sont les bons interlocuteurs, et ça a aussi été très long d'obtenir un début de dialogue interministériel. On pense que voilà, les choses sont en train de se mettre en place, puisqu'on a l'ANDEA a été reçu par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique avec le ministère de la Culture. Donc les choses avancent et j'espère qu'elles vont continuer dans ce sens-là. Donc interlocuteur unique, donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Malgré tout, le statut des PEN est quand même un peu meilleur que celui des PEA. Et là où il y a un point vraiment qui est important, Ulrika parlait de la situation des étudiants. Voilà, la situation des étudiants et des étudiants boursiers notamment est meilleure dans les écoles nationales. Donc voilà, ça c'est quelques éléments de réponse. Et peut-être aussi juste une chose pour là aussi donner un élément de réponse plus précise et peut-être plus contextuelle. Il a été très difficile, pour ne pas dire impossible, aux écoles territoriales d'accéder aux aides d'urgence pendant la période Covid, là où c'était quelque chose qui était beaucoup mieux préparé, encadré concernant les écoles nationales. Voilà. Pour compléter ce que vient de dire Cédric, donc c'est sur la question quel statut serait adéquat, ça c'est vraiment pour nous une vraie question. Je pense que Pierre complétera si je me trompe, mais le statut des EPCC, donc il y avait sans doute une transposition par rapport au statut qui avait été choisi pour les équipements culturels. Comme les écoles d'art, comme on a pu le voir, étaient à cheval entre à la fois l'enseignement supérieur et une vision on va dire territoriale, comme quoi c'était des équipements culturels. Je pense que c'est aussi une des raisons peut-être pour laquelle on a choisi ce statut. D'autre part, donc il a fallu assurer l'indépendance des établissements pour achever la réforme de Bologne. Donc c'était aussi la nécessité d'assurer à l'école une situation d'indépendance par rapport aux financeurs pour garantir ses obligations d'enseignement supérieur. Il faut aussi se rendre compte que beaucoup de ces EPCC sont aussi des EPCC multisites, comme peut être le cas de Marseille, avec une complexité territoriale très importante, augmentant autant le nombre d'interlocuteurs. Je prends l'exemple qui est particulièrement flagrant, c'est la situation de l'EPCC Touranger-Le Mans, 2 régions, 3 départements, 3 métropoles. Donc ça veut dire que la direction de cet établissement doit négocier avec toutes ces différentes instances, donc ce qui augmente vraiment la gestion au quotidien de l'établissement. Je pense que déjà ces éléments, ça illustre assez bien la complexité dans laquelle les établissements se trouvent aujourd'hui. Merci. Je vais prendre toutes vos questions, commençons par Max Brisson. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos interventions qui nous font percer un extraordinaire mystère français. Comment peut-on construire une telle usine à gaz? J'ai le sentiment, en vous écoutant, en écoutant Pierre Oudard et en vous écoutant, que certes, il y a eu beaucoup de réformes inachevées, mais que finalement, les vieilles écoles municipales de dessin sont encore là, dans un monde qui, par ailleurs, a beaucoup bougé. Monsieur Oudard parlait d'organisation en silo, c'est une tradition française,
mais en plus ici, les silos perdent beaucoup en ligne. Et donc les silos fonctionnent mal, parce qu'il y a des endroits où les silos fonctionnent. Mais en plus ici, ils dysfonctionnent. Moi j'ai le sentiment comme ça, vous écoutez, et je comprends mieux le malaise exprimé dans les 2 écoles supérieures d'art de mon département. Je comprends mieux ce malaise avec un ministère de la Culture qui vous a toujours considéré comme un art marginal et qui ne manifeste pas promptitude à vous soutenir, un ministère de l'enseignement supérieur qui vous ignore malgré le processus de Bologne, et des collectivités locales dont vous avez eu la pudeur de dire, puisqu'on est au Sénat, que leur engagement était à géométrie variable. Donc tout ça cumulé crée un tableau qui est problématique. Je voudrais juste d'abord rassurer la rapporteure. Nous voterons en ce qui nous concerne l'amendement de la Commission, parce qu'il faut envoyer un signal. Il faut dire haut et fort que cela n'est pas possible. Deux éléments. D'abord, la partie financière. Vous avez rappelé qu'une dotation en euros constants en période inflationniste, c'est une baisse. Vous avez souligné une curiosité exceptionnelle, alors que tout le monde, à l'heure du quoi qu'il en coûte, s'accorde à dire qu'un effort a été fait, en particulier en direction du monde des arts, de la culture, pour assurer le passage de la période de la Covid, que vous ayez été oublié. C'est quand même une surprise, alors qu'on peut accorder ici un satisfecit au gouvernement d'avoir accompagné le monde de l'art et de la culture. Vous avez montré combien les 2 millions annoncés par la ministre, réactualisés d'ailleurs, je crois, sur le PLF, étaient loin d'assurer un rattrapage. Alors moi, ma question elle est très simple. Vous avez parlé, monsieur Loire, de déficit de visibilité. Moi, ma vraie question, c'est pourquoi vous êtes au radar, hein, à ce point, au radar, jusqu'à y compris sur les aides d'urgence. Dieu sait si à peu près tous les acteurs ont bénéficié d'aides d'urgence. Comme je suis assez surpris de savoir, par exemple, vous n'en avez pas parlé, que vos étudiants boursiers ne sont pas exonérés de frais de scolarité, ce qui est quand même surprenant lorsque l'on parle d'enseignement supérieur. Vous répondrez après, je crois que la règle, c'est parce que d'autres de mes collègues vont attendre et je ne voudrais pas les faire impatienter. Donc ça, c'est la partie financière, hein, qui quand même pose la question de cet hors radar dans lequel aujourd'hui vous vous trouvez, alors que vous n'êtes plus, je peux en témoigner comme père d'étudiante en son temps, vous n'êtes plus des écoles municipales de dessert, vous avez assumé pleinement des pédagogies innovantes et une approche très diversifiée des pratiques artistiques. En revanche, moi je voudrais m'interroger, et je me retourne vers Pierre Oudard, la commande ministérielle, et je salue son rapport et la qualité de M. Oudard n'est pas en cause, mais la commande ministérielle est à droit constant. Enfin, il faut quand même qu'ici que le Sénat dise avec force que le droit constant n'est plus possible, qu'il est nécessaire aujourd'hui de sortir de ce droit constant qui organise ces silos mal bâtis, qui pose un certain nombre de statuts. Vous l'avez très bien dit, je ne veux pas le répéter, mais enfin, sur les EPCC, sur les professeurs, sur les étudiants. Est-ce que vous êtes dépendant d'un ministère de l'enseignement supérieur avec toutes les règles de l'enseignement supérieur, ou est-ce que vous restez sous la tutelle du ministère de la Culture? Il faut poser ces questions. Moi, je vous interroge d'ailleurs, est-ce que vous ne souhaitez pas passer sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de devenir pleinement des établissements d'enseignement supérieur, ce que vous êtes de fait, hein? Donc, est-ce que la question ne mérite pas d'être posée? On va dire, est-ce que le Sénat, à travers sa commission, n'a pas à dire à la ministre qu'il faut légiférer, et que si elle ne veut pas le faire, cher Président, nous pourrions explorer les voies d'une PPL à défaut d'un PJL. C'est également un peu ce que je laissais entendre tout à l'heure. Sonia de la Provoté. Oui, merci beaucoup. Beaucoup de questions ont été posées, de choses dites et bon, je pense qu'en l'état actuel des choses, le rapport qui vient d'être proposé fait, comment dire, dépeint un tableau lucide de la situation des écoles d'art territoriales.
Moi, je voudrais rebondir sur la place qu'occupent les arts visuels, les arts plastiques dans les politiques publiques en matière de culture et singulièrement dans les orientations ministérielles qui sont prises depuis de nombreuses années sur ces disciplines. Parce que, en réalité, on en parle peu et c'est souvent la portion congrue des arbitrages budgétaires. Et il me semble que quelque part, la situation peu enviable des écoles d'art, alors nationales mieux que territoriales, et un peu la conséquence aussi de cette espèce de perte de prise en compte de cette dimension importante des arts visuels et des arts plastiques dans nos politiques publiques. Alors, vu de la province, parce qu'on parle d'école de province, donc on va afficher avec fierté notre province. Vu de la province, les arts visuels, les arts plastiques, c'est beaucoup de présence sur le terrain, c'est beaucoup d'artistes, c'est l'éducation artistique et culturelle. Ce sont des festivals, de l'animation, des expositions, enfin bref, c'est une grosse partie du gros des troupes de ce qu'est la culture dans les territoires et l'accès à la culture dans les territoires. Et c'était d'ailleurs c'était l'objet d'une partie du rapport sur les nouveaux territoires de la culture. Et vu de Paris, singulièrement, tout disparaît, tout se maigrit et on ne voit plus. Même Monde Nouveau, finalement, qu'on croyait, l'appel à projet Monde Nouveau, qu'on croyait destiné en partie aux arts visuels, ne l'est pas ou très peu. Et dans la nouvelle action Mieux produire, mieux diffuser, simplement 10% des crédits sont destinés aux arts plastiques, aux arts visuels. Donc tout ça pour remettre en perspective et dire quelque part qu'est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'avoir une division au ministère de la Culture qui prend en compte, à l'instar du rôle qu'on considère important vu du ministère pour les arts vivants, et bien qu'on prenne en compte les arts visuels et que dans cette division-là, la question des enseignements tienne toute sa place. Et donc c'est ma première question, c'est-à-dire est-ce que vous sentez qu'au ministère ça existe tout ça, cette question-là, ce sujet-là, et est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, faute d'avoir cette vision, eh bien, à défaut d'avoir le silo, en l'occurrence, chers collègues, on ne prend pas en compte la réelle place de ces arts visuels et de ces arts plastiques. Et puis ma deuxième question porte sur le financement. Évidemment, dire que l'amendement de Karine Daniel sera soutenu, enfin la commission sera soutenue. Mais dans le financement, il y a une telle différence de financement et d'accompagnement, enfin inéquité d'une école à l'autre que est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, au-delà de l'observation et de cette espèce de cet état des lieux qui a été mis en place, il serait nécessaire d'identifier un certain nombre de critères, et est-ce que ce travail-là a été commencé en lien avec vous pour pouvoir avoir, des critères objectifs de répartition budgétaire et d'accompagnement de l'État, parce que, outre la place territorialisée, le rôle joué comme moteur ou coacteur des politiques publiques en matière de culture dans les territoires, eh bien, il y a aussi d'autres critères à mettre en place en fonction des disciplines. Et moi, pour avoir une école d'art présente dans mon territoire, je peux dire qu'elle est essentielle, indispensable, et si elle n'était pas là, beaucoup d'actions culturelles ne se feraient pas, et cette espèce d'âme culturelle dans la ville n'existerait pas. Je vous remercie. Président Caner. Oui, Monsieur le Président, donc moi je suis concerné par 4 écoles territoriales dans mon département: Dunkerque, Tourcoing, Cambrai et Valenciennes. Et les nouvelles pour Valenciennes ne sont pas bonnes du tout, puisque le maire de Valenciennes, y compris pour des raisons d'équilibre budgétaire, envisage de réduire drastiquement les contributions de la commune. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles territoriales sont des variables d'ajustement des politiques publiques, des collectivités elles-mêmes, variables d'ajustement des moyens nationaux. Donc il y a là un jeu de domino qui fait que peut-être il y aura des morts sur le carreau dans les années, peut-être même dans les mois à venir. Donc l'amendement qu'a porté Karine Daniel, devenu amendement de la commission, dans toutes les hypothèses, risque fort de se fracasser sur le 49.3 qui tombera à l'Assemblée nationale.
Donc, néanmoins, faisons notre travail. Nous savons que nous travaillons pour rien, mais nous le faisons avec plaisir. Et en tout cas, au moins, nous avons un rôle d'interpellation vis-à-vis des ministères, même si, encore une fois, nous savons quelle sera la sanction finale à l'Assemblée nationale à la fin de ce mois de décembre. J'ai bien entendu le propos de Max Brisson, repris par vous, Président, sur le thème il faut faire évoluer, y compris le droit en la matière, mais on sait qu'il y aura un délai de latence pour trouver des solutions durables à moyen et long terme. Il y a une urgence. La question que je voulais vous poser, Président, en ayant écouté nos interlocuteurs, et je les remercie, c'est une fois que notre amendement sera évacué, d'une manière ou d'une autre, par le gouvernement dans le cadre des arbitrages, que faisons-nous en tant que commission pour soutenir les 33 écoles territoriales qui aujourd'hui sont menacées, réellement menacées, notamment dans les secteurs où la situation financière des communes est particulièrement fragile? Pour être clair, entre le satisfecit collectif que nous aurons demain, en votant a priori à quasi-unanimité, voire à l'unanimité, l'amendement de Karine Daniel devenu amendement de la Commission, et d'éventuelles perspectives d'évolution juridique, il y a un moment d'urgence qu'il faut traiter. Quelle est la place de la Commission pendant ce moment d'urgence? Colombe-Brossel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci beaucoup à vous trois en visio comme en présentiel. D'abord, le rôle de cet amendement demain, il est important parce que, en effet, peut-être que son sort dans le processus d'élaboration et de non-vote par le Parlement du budget in fine le fera disparaître. Pour autant, il a une vertu principale, c'est d'arriver à poser de façon étayée, chiffrée, les besoins de court terme auxquels vous avez une nécessité de faire face. Et donc, nous nous félicitons évidemment du travail préparatoire, parce que cet amendement, il est aussi le fruit d'auditions préalables, de réflexions. Nous avons été plusieurs à y participer, et évidemment, nous nous félicitons de cet amendement que nous voterons demain. D'abord, merci pour l'ensemble de vos propos très complémentaires. Moi, j'avais trois questions, une générale et deux plus particulière. La question générale, et elle s'adresse à Monsieur Houdard. Peut-être n'ai-je pas suffisamment fait le tour de la presse, mais quel a été le retour de la ministre et du ministère sur le rapport que vous avez remis? Parce que j'ai le sentiment, mais je le dis, peut-être c'est moi qui n'ai pas vu l'ensemble des informations, je n'ai pas vu de réaction à la remise de votre rapport, et il était assez frappant de voir une situation décrite comme urgente en termes de besoins immédiats opérationnels par les écoles d'art, des besoins qui sont relayés par l'ensemble des élus et notamment des sénateurs et sénatrices, et une absence de réponse du ministère qui ne paraît pas complètement répondre à cette urgence. Donc je serais intéressée de savoir quel a été le retour de la ministre et du ministère, et de savoir sur quelles propositions, à droit constant, avec toutes les limites que ça comporte, sur quelles propositions et conclusions vous avez le sentiment que les choses vont pouvoir avancer. Et puis j'ai deux questions plus particulières. Dans le rapport, vous n'en avez pas parlé aujourd'hui, mais dans le rapport, il y a un point que j'ai trouvé extrêmement intéressant, notamment dans la période que nous vivons, c'est le taux d'insertion professionnelle de vos étudiants, qui est bon. Enfin, je crois que dans le rapport, M. Houdard l'estimait à 80% en sortie d'études. Finalement, dans un monde dans lequel la question de l'insertion socio-professionnelle des étudiants est une question, un chômage des jeunes qui remonte, comment est-ce qu'on valorise finalement cet aspect-là? Vous le valorisez évidemment à l'échelle territoriale, mais comment est-ce que ça devient aussi un des vrais atouts de ce que sont les écoles d'art? Et puis, de la même façon, et peut-être dans
dans la poursuite de l'intervention de Sonia de la Provôté, je reviens à l'éducation artistique et culturelle. Je ne lâcherai pas ce cheval de bataille. Vous en êtes finalement des acteurs absolument fondamentaux, cruciaux, au cœur de cet écosystème et de cette pollinisation. J'entends tout ce qui est dit sur la question du rattachement au ministère de la Culture. J'aimerais savoir, comprendre comment est-ce que vous pouvez demeurer, je crois que vous l'êtes vraiment, peut-être amplifier votre place dans ce réseau d'éducation artistique et culturelle, et du coup, quels sont les besoins, y compris financiers, qui, de ce point-là, seraient nécessaires pour pouvoir parfaire votre rôle que je sais être déjà important. Merci. Jean-Gérard Pommier. Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, je suis concerné, comme mon collègue Patrick Caner sur mon territoire, par une école d'art en difficulté, celle de Tours, Angers, Le Mans. Monsieur Oudard, à la première rubrique des préconisations de ce rapport, à savoir clarifier l'épineux problème de financement, propose, je le cite, d'objectiver l'apport financier de l'État pour le rendre plus équitable. À cet égard, il me semble que la question se pose d'avoir une règle claire pour le financement de l'État qui pourrait, pourquoi pas, être une aide forfaitaire par étudiant en école d'art territoriale. Aujourd'hui, d'après mes informations, la moyenne est de 1 960 € par étudiant, mais avec de grandes disparités entre les écoles, car il n'y a pas de règles certaines écoles touchant moins de 1 000 € par étudiant. Et je serais intéressé pour connaître l'avis de nos invités sur ce point. Et enfin, Sylvie Robert. Oui, merci, Monsieur le Président. Rapidement, mais vraiment, je souhaitais poser une question à Pierre Oudard. Je le remercie beaucoup pour son rapport. Il vient d'ailleurs dans la suite d'un rapport, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la Cour des comptes en décembre 2020. Nous avions déjà, c'était la Commission des finances du Sénat qui avait diligenté ce rapport, et nous avions été un certain nombre à être entendus par le rapport de la Cour des comptes, qui disait en substance, mais très clairement dans une de ses préconisations, que les écoles d'art manquaient de stratégie nationale. Et que la question de la visibilité, la question forcément de leur positionnement un peu hybride, qui vaut, et je trouve assez intéressante le qualificatif que Max Brisson a employé d'angle mort, c'est-à-dire que personne aujourd'hui ne prend véritablement la responsabilité des écoles d'art. Les collectivités territoriales qui quand même financent renvoient au ministère de la Culture, qui dit oui, ok, mais on ne finance pas beaucoup, qui renvoie elle-même au ministère de l'Enseignement. Vous êtes dans l'angle mort. Donc c'est un malaise, mais on l'a vu déjà depuis plusieurs années, qui dure et qui, à un moment, arrive, je pense, à ses limites. J'avais, il y a quelques années, travaillé sur l'évolution législative des EPCC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Yvan Renard qui est décédé l'année dernière. Absolument. D'ailleurs, c'était les 20 ans de la loi EPCC l'année dernière. Et j'ai eu, il y a 4-5 ans, j'avais pris l'initiative de faire évoluer cette loi. D'ailleurs, elle est prête. C'est une PPL qui peut être tout à fait mise à contribution de la Commission. Et j'avais travaillé avec lui à l'époque. Et j'avais senti que le ministère de la Culture n'était absolument pas pour. J'avais bien senti qu'il y avait une vraie résistance. Alors moi, je voudrais poser 2 questions. Y a-t-il, et le ministère de la Culture, a-t-il vraiment une stratégie nationale pour les écoles d'art aujourd'hui, après le rapport de la Cour des comptes, après le rapport de Pierre Oudard, après les multiples tentatives parlementaires de financement, d'interpellation que nous avons depuis des années? Et deuxièmement, et là je rejoins aussi, et je trouve ça absolument incroyable, il n'est absolument pas possible de pouvoir faire évoluer le sujet de façon générale à droit constant. Il faudra des évolutions législatives. Et, Monsieur le Président, je propose que notre commission au Sénat s'empare de ce sujet et fasse des propositions dans les 6 prochains mois pour que nous puissions aider les écoles d'art et qu'on ne se retrouve pas dans la même position, parce que ce sera la même position en 2025, puisque ça fait quand même 6 ans qu'on vit le même scénario, pour convenir qu'à un moment, ça n'est plus possible, il n'y a pas assez d'argent,
il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de stratégie, et finalement, vous l'avez dit, il y a des écoles qui ferment, il y a un malaise des étudiants, des enseignants. Voilà, c'est une situation qui ne peut plus durer. Et comme l'ont dit mes collègues et Colombe Brossel, la ministre de la Culture a-t-elle enfin une réponse à tout ce que vous avez observé? Merci. Merci, Président. Je salue Pierre Oudard, qui est l'auteur d'un excellent rapport présenté devant notre commission, qui a pris soin, je tiens à le dire, d'interroger l'ensemble des niveaux de collectivités territoriales sur ce sujet, qui sont déjà impliqués, sont peut-être amenés à être plus impliqués à l'avenir, tout comme je salue Ulrika Hübner, avec lequel j'ai régulièrement des échanges, siégeant au conseil d'administration de l'école qu'elle dirige. Finalement, mon intervention va un peu dans le sens, dans le prolongement de celle de Sylvie Robert, car je pense en effet que de longue date, et encore maintenant, l'État n'a pas vraiment de stratégie concernant les enseignements artistiques en général. C'est également vrai pour les enseignements de la musique, et qu'il est urgent de relancer le processus de décentralisation qui permettra que chaque niveau de collectivité, en tout cas ce qui concerne les écoles d'art, se voit dévolu un rôle précis dans l'accompagnement d'un secteur qui est à la fois un secteur culturel, mais aussi de formation. Et je rappelle que les régions, il y a quelques années, très récentes, avaient toutes, tendances politiques confondues, demandé le transfert de la compétence formation professionnelle. Je pense que, bien entendu, les écoles d'art, c'est avant tout de l'art, comme son nom l'indique. Mais il y a toute la question de l'accompagnement de la formation et de la mobilisation des régions autour de ces écoles. Et je pense que s'il y avait une clarification, tout en laissant, bien entendu, au ministère de la Culture son rôle régalien, en quelque sorte, qui est les programmes au niveau national, le niveau d'exigence et de qualification pour les professeurs, cette dimension culturelle forte, je crois qu'on pourrait peut-être enfin définir une politique publique pour les écoles d'art, leur enseignement, l'insertion professionnelle après au niveau du territoire ou au niveau hexagonal ou international. D'ailleurs, je souligne à quel point ces écoles d'art, souvent, pour 80% de leurs étudiants, démontrent que ceux-ci s'intègrent dans la vie professionnelle par la suite. Mais voilà, je pense qu'il y a une clé ici qui mérite d'être étudiée. Je pense que notre commission aurait intérêt peut-être à relancer cette question de la décentralisation. Et c'est valable pour, bien sûr, la musique. Je rappelle que ce secteur est toujours en panne et que la ministre interrogée lors de la loi de finances l'année dernière a juste répondu « Mais il y a 3000 conservateurs, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Justement, il y a des choses à faire, je pense. Voilà le sens de ma remarque, cher Président. Bien, on va vous laisser répondre, peut-être en commençant par M. Oudard. Il y a quand même une question, il y a de nombreuses questions, mais il y en a une auquel vous seul pouvez répondre. Quelle a été la réponse donnée à votre rapport? Écoutez, je crois que je suis le plus mal placé pour répondre à cette question, aussi pour les raisons personnelles qui ont fait que j'ai dû m'absenter vraiment juste après la remise du rapport. Mais il y a eu peu de réactions dans la presse. Si on prend la presse, il y a eu peu de réactions dans la presse. Est-ce que parce que dans le rapport, je dis que la presse ne s'intéresse pas aux écoles, sauf aux écoles parisiennes? Et ça a été dit aussi par Madame la sénatrice, c'est à la mesure, je crois, de l'intérêt qu'on a pour, en matière de politique publique, pour la question des arts plastiques, des arts visuels. Pour le design, c'est un peu différent. Et dans la Révolution, ça a été très bien dit, sur les territoires, les écoles supérieures d'art, et c'est une des préoccupations de nos jeunes, ça m'a frappé quand j'étais à Marseille, de s'impliquer dans la vie de la cité, d'être des actrices et des acteurs de l'éducation artistique et culturelle. On a ouvert à Marseille un certificat de formation de plasticiennes et plasticiens intervenants qui a du succès. On a fait beaucoup de résidences à partir de l'école d'art
en milieu social, etc., etc. Ce sont des outils d'éducation artistique et culturelle. Mais cette mission-là, elle n'est pas définie, elle n'est pas prise en compte et malheureusement, très souvent, elle n'est pas financée ni par l'État, par les collectivités, si, en fait, mais par l'État, pas du tout. Donc ça, c'est vrai qu'on est dans un contexte général. Alors, il faudrait peut-être passer par l'imaginarisme cher à Stéphane Rosès, ou en tout cas un peu d'anthropologie politique. Ça contredit l'école d'art, cette vieille histoire du génie. On lit encore, je l'ai lu encore très récemment, non, mais l'art, ça ne s'apprend pas, etc. Je ne sais pas si l'art, ça ne s'apprend pas. En revanche, savoir comment on est artiste, on vit artiste dans la société d'aujourd'hui, ça s'apprend. Ensuite, angle mort, tout à fait. Alors, on est l'angle mort de l'angle mort. Les arts plastiques sont cornérisés aujourd'hui, après la disparition de la DAP. Moi, je l'ai vécu comme délégué aux arts plastiques. À l'époque, j'étais directeur adjoint de la DGCA, j'étais chef de service, c'est plus le cas aujourd'hui. Et là encore, sur les territoires, ce n'est pas du tout le cas. C'est au niveau central que ça se joue. Et sur les enseignements artistiques, là encore, mais Madame Morin-Desailly sait bien que je me suis appuyé sur son rapport, c'est l'ensemble des enseignements artistiques qui ont fait les frais de leur décentralisation de fait. Il faut chercher patiemment pour retrouver les textes qui décentralisent légalement les enseignements artistiques. Et de là à dire que la priorité éducation artistique, qui vient elle-même historiquement de la priorité spectacle vivant, fait que les enseignements des arts plastiques ne sont pas sur le dessus de la pile des préoccupations du ministère. Il y a un pas qu'on franchit ou pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un manque de visibilité, un manque de prise en compte. Et ça a été dit par les collègues, le secteur privé, lui, l'a très bien compris, parce qu'il y a une appétence des jeunes pour ces enseignements. La collègue de Rennes me disait que quand elle est arrivée à Rennes, il y avait une école privée, il y en a 20. Alors, principalement sur le design. Alors, c'est aussi une conséquence de Parcoursup. Si on n'a pas ce qu'on veut, pour les parents qui peuvent payer, eh bien, on va dans une école privée. Alors, ça accentue évidemment les inégalités entre les jeunes qui, on le sait, sont précaires, dans des écoles précaires, avec des enseignants précaires. Tout ça n'est pas très joyeux. Et vous l'avez dit. Je suis, en tant que Pierre Oudard, ni en tant qu'ancien directeur de l'INSEAM, l'Institut marseillais, je crois qu'il y a la place pour non seulement faire évoluer. Alors, à la fin du rapport, je me suis même amusé à modifier, à donner des exemples de modification des textes sur le PCC. C'est pas très compliqué, me semble-t-il. Après, je suis sûr que les parlementaires et les services du Parlement sauront bien mieux que moi le faire. Ensuite, je pense qu'il y aurait un intérêt à reprendre le sujet par le biais des enseignements artistiques d'un point de vue général. Parce que, ça a été dit aussi, ça ne va pas si bien dans les conservatoires. Il y a à reprendre ce qui avait été tenté dans les années, il y a quelques années, je ne vais pas donner la date, elle m'échappe, dans la loi dite Raffarin,
il y a à reprendre et sans doute la région est le bon échelon pour harmoniser peut-être pas le terme, mais pour donner du sens territorial à ces ensembles. Et j'y insiste, bon, c'est pas du tout dans l'air du temps, mais ces écoles supérieures d'art territoriales sont parmi un ensemble d'écoles territoriales dont d'autres ne sont pas diplômantes au sens LMD, mais qui vont pas si mal. Beauvais est une école territoriale. Calais, qui avait été diplômante, qui ne l'est plus, mais elle fait des choses très très intéressantes. Et en Île-de-France, quand on regarde l'ensemble des écoles territoriales d'Île-de-France, elles ne sont pas diplômantes, il n'y a pas de PCC diplômant en Île-de-France, mais il y a des écoles territoriales à Vitry, à Ivry, dans d'autres départements qui font aussi des classes préparatoires publiques et qui jouent un rôle important dans l'éducation artistique et culturelle. Donc en fait, il faudrait, me semble-t-il, c'est un grand mot, peut-être pourrait-on, revoir le paysage en le redessinant autrement, en prenant l'ensemble des acteurs. L'arrivée des DNMAD de l'éducation nationale est un fait important qui ne doit pas être vécu, je pense, par les écoles d'art comme une concurrence. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'il ne peut pas y avoir de concurrence entre établissements publics, mais au contraire comme une chance de diversifier les formations, de bouger. Il faut remettre cet ensemble en mouvement parce que en l'état, il y a bien, selon l'expression consacrée, péril en la demeure. Madame Bittner, Monsieur Loire. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais peut-être essayer de répondre parfois en associant, enfin de commencer à répondre en tout cas en associant certaines d'entre elles. Il y a une question qui était liée notamment à pourquoi le ministère de la Culture et pas le ministère de l'Enseignement supérieur. Et j'aurais tendance à relier ça à une autre question, une remarque relative à la bonne insertion professionnelle de nos étudiants, en fait. Alors, effectivement, ce ne serait pas à nous de dire à quel ministère on doit ou pas être rattaché. Néanmoins, historiquement, il y a, je pense, un attachement des écoles supérieures d'art au ministère de la Culture, parce que c'est le ministère de l'art et des artistes, et que l'enseignement dans les écoles supérieures d'art et design, qu'elles soient d'ailleurs territoriales ou nationales, ça n'a absolument aucune importance là-dedans, c'est l'enseignement par les pairs, et c'est l'enseignement de l'art par l'art. Et même si on sait que tous nos diplômés ne deviennent pas artistes de carrière, je suis convaincu que le succès de leur insertion professionnelle n'est pas seulement dû aux modules plus spécifiques que l'on peut faire, parce qu'évidemment on prépare les étudiants à leur vie professionnelle sur des choses parfois très concrètes de droit, de comment on s'installe comme travailleur indépendant, etc. etc. Mais en fait, cette professionnalisation, enfin cette insertion professionnelle, pardon, elle est liée au fait que l'enseignement de l'art se fait par et avec des artistes et par les méthodes de l'art. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est fondamentale. Et c'est une manière de dire aussi que les écoles d'art, c'est pas simplement une manière d'entrer ou d'accéder au monde de l'art. En fait, les écoles d'art, c'est déjà le monde de l'art, en fait. Il n'y a pas une séparation entre les deux. Les écoles d'art sont un employeur extrêmement important du secteur artistique. En fait, beaucoup d'artistes travaillent de manière permanente ou de manière régulière dans les écoles d'art. Donc ça, c'est un point qui me semble vraiment important. Et donc ça, voilà, il y a une sorte de logique presque organique à être rattaché au ministère de la Culture, même si bien sûr aujourd'hui on a évolué. Il y a aussi les associations, des partenariats avec l'enseignement supérieur et les universités. Donc c'est une part évidemment aussi importante à prendre en compte. Et puis une chose aussi, vous avez rappelé que
que parfois ce qui se passait dans les écoles en région était difficilement visible depuis Paris. Bon, ça, je pense que c'est une vieille histoire française, d'une manière, ça excède les écoles d'art. Mais peut-être rappeler très brièvement, parce que je sais que Pierre Oudard est plutôt spécialiste du sujet, donc je ne voudrais pas m'avancer trop loin, mais effectivement, vous avez évoqué à un moment le fait que les écoles municipales avaient l'air de toujours exister. Alors c'est vrai que beaucoup d'écoles d'art aujourd'hui étaient à l'origine des écoles avec une dimension municipale. Alors, soit parce qu'elles avaient été voulues par des édiles locaux, ou le plus souvent, en fait, parce qu'il y avait un lien avec une activité économique locale, en fait, parfois industrielle aussi. Donc, beaucoup d'écoles de dessin ont été fondées de cette façon-là. Et donc... Aujourd'hui, en fait, on pourrait se dire aussi que d'une certaine manière, cet héritage-là, il est renouvelé parce que si on parle beaucoup des écoles comme étant des charges, que ce soit des charges pour l'État, charges pour les collectivités, en fait, c'est aussi des endroits qui produisent de la richesse, justement, avec cette insertion professionnelle des étudiants. On pense aujourd'hui déjà dans les pédagogies, en fait, au monde à venir. Les écoles, elles sont déjà depuis plusieurs années en chemin pour mettre en œuvre une meilleure inclusion, une meilleure inclusivité, des étudiants et des étudiantes à travers leur multitude de parcours, d'identités, etc. Elles sont aussi déjà actives sur tous les sujets liés aux transitions écologiques, aux réflexions sur les nouvelles ruralités, etc. Donc tous ces sujets-là, en fait, c'est aussi c'est des sujets qui débordent très largement le petit périmètre de l'art et des artistes qui sont visibles sur le marché international. Voyez, donc c'est à cet endroit-là, je pense aussi, que les écoles d'art produisent de la valeur. Oui, peut-être rappeler aussi qu'en DIA, à nouveau, parce que nous sommes là pour représenter l'association, que nous avons tenu notre séminaire annuel il y a peu, et que lors de ce séminaire, nous avons présenté en fait un ensemble de travaux que les écoles font partout sur le territoire, que ce soit dans les applications de l'art en lien avec l'espace public, que ce soit des travaux en lien avec la ruralité. Et citons à cet exemple, par exemple, le postmaster les mondes ruraux à Nontron dans le Périgord, que ce soit aussi des questions de lien entre l'art et les pratiques dans le domaine de la santé. Donc vous voyez, c'est pour vous dire à quel point les écoles aussi sont soucieuses pour penser leur lien avec le monde en mouvement et aussi le monde à venir. Je voulais revenir sur la question de la filière qui est apparue, et moi je pense que, enfin en tout cas à titre personnel, je suis entièrement d'accord avec cette lecture. On voit bien que l'école supérieure d'art, dont son territoire souvent est compris historiquement comme l'école des beaux-arts, les gens la connaissent, etc. Les gens se réfèrent à son histoire, etc. On voit aussi que l'État, au travers des sauts d'avis, notamment, a voulu interroger dans chaque région quel était l'état du réseau, l'état de la filière. Et on voit que cette analyse qui, pour certaines régions, a donné lieu à des associations, comme ça peut être le cas au Pied de la Loire, le réseau des arts visuels, comme c'est le cas en région centre par Devenir Art, ou encore en Normandie, RN13 bis qui préexistait. On voit qu'il y a là matière à organiser l'ensemble de la filière, que ça soit la diffusion, l'enseignement, et quand on dit l'enseignement, dans tous ses composants, l'enseignement des pratiques amateurs, l'enseignement initial supérieur, l'enseignement professionnel et l'enseignement à tous les moments de la vie. Voilà, donc je pense qu'il y a là une réflexion de fond qui doit être menée de façon à ce que les arts visuels ne soient pas le parent pauvre des politiques publiques culturelles, que l'enseignement supérieur d'art aussi ne soit pas justement un enseignement pauvre de l'enseignement supérieur français. Donc ça, c'est vraiment et je pense qu'en tout cas, pour ce qui est des associations professionnelles qui œuvrent dans ce champ, une prise de conscience très aiguë actuellement de la nécessité de mener ces travaux de façon concertée dans toutes les composantes concernées par l'enseignement.
Je voulais revenir quand même un peu aussi sur la situation des enseignants pour vous illustrer peut-être assez concrètement la difficulté qu'ont les établissements d'enseignement supérieur, en particulier territorial, à répondre de manière efficiente en fait aux nouvelles exigences qui nous incombent. Et donc je vous rappelle un décret de 2023 qui oblige tous les établissements d'enseignement supérieur de prendre en charge l'accès à un service de santé pour leurs étudiants. Donc, vous voyez, c'est assez concret. Et je voulais aussi, par un autre décret, vous rappeler celui d'un décret de 2018 qui concerne la redistribution de la contribution à la vie étudiante, la CEVEC, et de vous dire aussi que ce décret, en fait, il redistribue moitié moins aux écoles supérieures d'art qu'aux universités, par exemple. Ce qui, vous voyez, ce qui nous ampute dans les obligations qui nous incombent de répondre à la qualité de la vie étudiante, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a là, c'est des petits points assez précis, mais qui illustrent, je pense, de façon assez flagrante, quoi, la problématique auquel nous faisons référence. Et oui, et je pense aussi que cette filière des arts visuels, elle est vraiment aussi au cœur de la professionnalisation. C'est vrai que le rapport de la Cour de compte de 2020 reproche aux écoles supérieures d'art, ça manque de stratégie, ça manque d'insertion professionnelle, le faible niveau de revenus des étudiants diplômés. Mais c'est sans prendre en compte aussi le fait que l'établissement d'enseignement supérieur est le premier employeur des artistes de son territoire, que l'ensemble de ces activités d'enseignement auxquelles nous faisons tous référence est aussi une issue de professionnalisation pour les étudiants. Et je pense qu'aussi il est grand temps de penser l'école supérieure d'art non pas comme un endroit où on forme exclusivement des artistes, mais un endroit où on forme des professionnels pour des usages de l'art et du design partout dans la société à différentes échelles. Donc je pense que c'est vraiment important et Pierre l'a dit aussi, de sortir de l'idée de génie artistique solitaire, si vous voulez, qui a pu être un modèle des écoles par le passé. Et je pense qu'aujourd'hui, la réalité d'une école supérieure d'art n'est pas du tout celle-là. Donc, peut-être je voulais m'arrêter dessus et aussi vous dire que, bon, on a parlé de l'école de Valenciennes, mais nous savons aussi depuis peu qu'il y a une nouvelle école qui est mise en difficulté, et c'est l'école de Châlons. Donc, vous rappelez tous que, en fait, cette situation, elle est vraiment précise. Je sais aussi, enfin nous savons au sein d'Andia que plusieurs écoles, même des gros établissements, seront en difficulté concrète pour boucler leur budget dès 2024. Je pense que monsieur, peut-être au niveau aussi, je sais que ça peut être le cas, par exemple, de Tours-Angers-Le Mans, où la situation est est très tendue. Je sais que c'est le cas en Bretagne également, et que voilà, on est quand même dans cette situation d'urgence. Et je pense que oui, voilà, il y a plusieurs temporalités. C'est comment tenir dans ce premier temps, et puis après comment reformer en profondeur un système. Voilà, mais c'est voilà, et comme disait, je ne sais pas qui d'entre vous, voilà, il y a ces deux temporalités, donc il faut quand même trouver aussi comment progresser actuellement. Oui, merci. C'est vraiment très bref, hein. Effectivement, je pense qu'on pouvait, on ne pouvait pas être reçu ici et ne pas évoquer ou réévoquer le cas de l'école d'art de Valenciennes et maintenant de l'école de Châlons, qui effectivement sont dans des processus de fermeture sans doute très rapides. Et là, on voit bien, alors à la fois la très relative indépendance des EPCC, puisque comme elles sont financées à très grande majorité par une collectivité territoriale, il est clair que quand cette collectivité retire tout ou partie de ses financements, évidemment, on peut difficilement demander à l'État de compenser la totalité, hein, c'est pas du tout le sujet. En revanche, je fais le lien avec ce que vous évoquiez, hein, l'angle mort. Je pense que pour ces écoles, en fait, elles pâtissent aussi de cette situation d'angle mort, parce que généralement, en fait, quand on se rend compte qu'une école va si mal
ou qu'elle est sur le point de fermer, c'est parce qu'on n'a pas vu les signes avant-coureurs ou parce qu'ils ne sont pas remontés suffisamment vite. Donc ce qu'on attend, nous, en tant que réseau, hein, on essaie évidemment, comme on peut, de faire évoluer la situation différemment. Je sais que les organisations syndicales le font aussi, qu'il y a pas mal de discussions aussi en région pour que ça puisse peut-être proposer un autre scénario. Mais je pense que ce qui est important à cet endroit-là aussi, c'est que le ministère de la Culture exerce pleinement sa tutelle et qu'il défende ses formations et ses diplômes. Et ce n'est pas uniquement une question d'argent. Voilà. Merci. Merci aux autres, merci Monsieur Houdard et merci aux deux coprésidents de l'ANDEA. Je crois que cette table ronde était importante. Elle était importante notamment dans le cadre du processus budgétaire qui est le nôtre actuellement, avec l'amendement qui sera présenté demain, qui a déjà eu le large soutien de la Commission, mais il faut faire en sorte bien sûr qu'il ait également le large soutien du Sénat. Il appartiendra à l'État de prendre sa décision finale. En tout cas, ce sera l'occasion d'avoir une discussion avec la ministre. Et vu vos interventions respectives, je ne doute pas que nous serons un certain nombre à l'interroger demain dans le cadre du débat budgétaire et espérons avoir des réponses. Pour la suite de notre réflexion, qui est plus une réflexion, mais de notre intérêt pour les écoles d'art et de notre responsabilité dans l'accompagnement que les responsables publics vous doivent, pas trancher là maintenant. On réunira le bureau la semaine prochaine, comme je vous l'avais annoncé, pour définir le programme du travail, mais je crois que le fait d'avoir tenu cette table ronde ce matin est un élément important justement pour préparer nos décisions de la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus et merci pour cet amendement. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci.